Bienvenue à tous dans l'émission Peuple du Rhône. On se retrouve ce soir 21h dans une nouvelle quotidienne en compagnie de vos animateurs préférés. Comme à chaque fois, vous avez la possibilité de nous soutenir et de liker, partager un maximum pour accroître la visibilité de ce live. Les meilleurs auditeurs seront cités en fin d'émission. Merci à tous pour votre soutien. On va accueillir avec nous... Ah, petit dossier de contestation pour commencer. Ça commence déjà fort là. Un instant les gars. Contestation. Le live semble déjà un peu touché là. Voilà. Alors les animateurs avec nous ce soir. Bon, Damien sera pas avec nous, hein, petit souci personnel. On va pas l'évoquer ce soir. Adil, Jojo. J'attends les invites là. Ça va les gars, la forme? Ça va. Bon ben Greg il arrive. Il vous a dit quelque chose? Non, on va commencer non. Alors. On va attaquer avec l'actualité lyonnaise. On commence par là. Donc je n'étais pas dans l'émission hier. Je sais pas si ça s'est fait. Mais j'aimerais orienter mes pensées vers Daniel Congré par rapport à ce qui lui est arrivé, accident domestique ou tentative de suicide. Il faut être prudent. En tout cas, le principal concerné réfute la tentative de suicide. On en avait parlé hier, Olive. Ouais. Ok, tant mieux. Donc c'est un petit rappel parce qu'aujourd'hui il y a des infos complémentaires. Donc le procureur de Montpellier maintient la version d'une tentative de suicide pour Daniel Congré. Si Daniel Congré est blessé lundi à l'arme blanche, a assuré à l'équipe qu'il s'agissait d'un accident domestique. Le procureur de Montpellier, lui, ne change pas de version. Il confirme ça et dans tous les cas, lui s'était retrouvé à l'hôpital en urgence absolue après avoir été blessé à l'arme blanche à son domicile. Voilà. Donc il y a eu son épouse qui s'est exprimée là-dessus et qui a dit comme quoi il s'était bien planté lui-même un couteau dans le thorax. Je sais pas si tu avais ça hier ou pas, Jojo. Ouais, non, mais j'ai tout dit, comme quoi que... Ouais, finalement, c'était considéré comme un accident domestique pour, voilà, après les faits qu'il y a eu, et du coup, non, le juge, pour lui, il est persuadé que c'est une tentative de suicide, donc voilà. Après, de toute façon, c'était surtout pour communiquer mes pensées pour Daniel Congré. Après, je sais pas si toi, excuse-moi de te couper, Olivier, après, je sais pas si c'est toi, si ça te fait pas penser à une affaire qu'il y a eu récemment, l'affaire de Kenji Girac. Oui, mais j'ai pas envie de l'évoquer. Non, mais voilà, c'est pareil quoi. Salut Greg, ça va? La forme? Salut Greg. Salut. Ouais. Voilà, donc en tout cas, si ce fait s'avère vrai, je sais pas ce qui peut pousser quelqu'un à le faire, mais ce qui devait être dans une peine immense. Donc voilà, mes pensées pour Daniel Congré également. Après, apparemment, ça serait une crise d'impulsivité en fait. Une dispute avec sa femme et il aurait fait ça avec impulsivité tout simplement. Voilà. Ok, donc c'est quand même assez grave. Ah ouais, bah oui. C'est un aparté à côté de ça. Et puis Ryan Cherki, tu l'as fait hier, tu l'as très bien évoqué, Jojo. Tu as fait une bonne émission en parlant de Ryan Cherki. Vous avez évoqué tous les sujets qu'il y avait autour. C'est vrai que moi, j'ai pas pu m'exprimer là-dessus. Ryan Cherki, il me semble que déjà là, pour son premier match, il a marqué. Hein. C'est bien ça. Là, j'ai entendu ça, j'ai lu une information là-dessus. Je me suis trompé. Sérieux, j'ai entendu ça là. Je vais retrouver cet article, c'est quoi ça? Il a pas encore joué là, il a pas eu de match officiel. Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Le premier match, ça va être en Coupe du Monde des clubs pour lui. Ouais. Il a peut-être marqué à l'entraînement, mais pas à l'entraînement. Allez. Peut-être, j'en sais rien. Je vois que ça. Donc Ryan Cherki, son transfert à Manchester City, j'en ai pas encore parlé. Ryan Cherki, est-ce que c'est une bonne destination? Jojo a posé la question hier. Alors lui, forcément, c'est un palier incroyable d'aller à Manchester City. C'est faire preuve de beaucoup d'ambition. La difficulté de ce défi va être extrêmement relevée. Est-ce qu'il va tenir sur la durée? Est-ce qu'il va survivre aux exigences du coach? Parce qu'il faut savoir que ce coach fait partie des coachs les plus exigeants qu'il peut y avoir sur le marché. Et c'est aussi
Le coach là qui a demandé par exemple sur l'état de forme de perdre 1 à 2 kilos de plus par rapport aux autres équipes où vous avez pu jouer. Voilà, donc il y a pas mal de choses sur lesquelles Ryan Cherki va devoir s'aligner. On lui souhaite bien entendu beaucoup de courage, je sais qu'il a le talent pour. Du côté de l'Olympique Lyonnais, forcément j'en garde un bon souvenir. Ça a été un très jeune joueur, il a été lancé très tôt par Rudy Garcia à l'époque sur un match sur lequel il a influé mais qu'il n'a pas marqué. Je ne sais plus quand ça date, je crois que c'était face à l'AS Monaco si je ne me trompe pas. Voilà, donc sur Ryan Cherki, ce que je veux dire d'autre également, c'est qu'il a apporté des choses offensivement du côté de l'Olympique Lyonnais. On ne l'aura pas vu sous son meilleur talent, mais on a vu des choses incroyables. Il a seulement 22 ans, hein. Il peut encore faire beaucoup mieux. Maintenant, on va attendre, hein. Du côté de l'OL, il a disputé 185 matchs, inscrit 29 buts et délivré 45 passes décisives. Voilà sur ce joueur-là. Et puis son potentiel, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son potentiel? Je pense qu'il peut faire partie des meilleurs joueurs s'il est exigeant avec lui-même, si il est bon et il respecte les consignes du coach et du staff. Je pense qu'il peut faire partie des tout meilleurs, hein. Voilà sur Ryan Cherki. Hier, vous l'aviez évoqué à un moment donné. Je vois Adil qui est là. Et Adil, toi, tu as regardé les matchs de Manchester City là, la saison qui est passée? Ouais, un petit peu. Est-ce que tu vois bien Ryan Cherki à travers cette équipe-là? Ah ben, si tu veux, ça me fait rappeler un petit peu Benzema quand il est arrivé au Real de Madrid et qui a fait des très bons résultats et qui est devenu un GOAT. Je pense que si Cherki suit le même chemin que Benzema, il risque d'aller très, très haut, très loin. Mais je pense pas qu'il restera à Manchester City. Il verra d'autres équipes. Moi, Pas en prêt, hein, mais pour moi, si vraiment, parce que c'est un talent quand même, hein, Cherki. C'est vraiment un super talent. Je pense que peut-être il trouvera peut-être encore plus haut. J'espère pour lui. Ouais. Voilà, après vous en aviez parlé hier, donc je voulais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai pas pu donner mon avis. Je trouve que c'est intéressant de le dire. Tu nous as manqué hier. Ah ouais? Comment ça? Ouais, tu nous as... parce qu'on n'a pas notre Olivier national avec nous, donc voilà. Ah, ça fait plaisir, Jojo, mais hier t'as bien géré, hein. Il y a eu pas mal d'affluence, je pense. J'ai vu qu'il y a eu des abonnés et tout, c'est top. Tu te démerdes mieux que moi quand même. Non. T'as plus de connaissances, t'as plus de... Voilà. Je pense qu'on est deux animateurs différents en plus dans nos méthodes de faire, tu vois, on a encore des différences et chacun a son ADN et toi t'apportes la tienne et moi j'apporte la mienne, tu vois. Donc c'est bien aussi de changer de temps en temps. On continue avec l'information, c'est que notamment, je sais pas si vous en avez parlé, j'espère pas, hein, parce que sinon je vais évoquer tous ces sujets-là. Douye Kaleta-Tchar, lui, n'est pas content de la situation actuelle, hein, il souhaite partir. Cette saison, il a disputé 28 matchs, dont 23 titularisations. Il est également le joueur lyonnais ayant reçu le plus de cartons jaunes en Ligue 1, 9. Ce qui le place même à la 7ème place, toute équipe confondue. Paulo Fonseca, lui, dès qu'il est arrivé, il a préféré aligner Clinton Masta et Moussa Niakhaté à la place. Douye Kaleta-Tchar, c'est un joueur, si on peut le vendre, est-ce qu'on doit le faire ou plutôt le conserver, Greg? Non, moi je pense qu'il faut le vendre pour la simple et bonne raison que c'est un joueur qui a fait banquette pendant toute la saison. C'est un joueur qui a quand même un gros salaire pour entre guillemets un remplaçant. Là, il y a des clubs turcs, Beşiktaş et Trabzonspor qui sont dessus. Il y a également Sunderland depuis aujourd'hui qui est dessus. Voilà, alors je sais pas si c'est pour jouer remplaçant ou titulaire dans leur charnière centrale pour que Sunderland remonte en première ligue. Mais non, moi je pense qu'il faut le vendre rapidement et à la limite recruter quelqu'un si bien sûr on peut. En tout cas, les commentaires sont violents. Hein. Les commentaires sont violents. J'entends qu'il parte, qu'il dégage. Je lis des trucs. Là. Ah oui, moi. Non, après, moi je dirais pareil. C'est un joueur qui est ni surcoté ni sous-coté. C'est juste un joueur qui est à son niveau. Le problème, c'est que moi aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour l'OL et il n'a pas le niveau pour jouer la Ligue Europa, des choses comme ça, quoi. Voilà. Il n'a rien fait montrer. Tu peux expliquer une telle différence entre le club et son équipe internationale, parce que cette année, en équipe internationale, le Kaleta-Tchar, il a été tout bon. Là, il a été titulaire lors des 2 derniers succès avec son pays, hein, 7-0 contre Gibraltar et 5-1 face à la République tchèque, 2 matchs où il a été titulaire. Il a répondu aussi à un entretien avec le média 24 Sata.
Moi, je pense tout simplement que Khaled Tachar, en fait, il a besoin d'enchaîner les matchs pour augmenter son niveau. Et le problème, c'est que là, en fait, Fonseca, on a vu clairement dès qu'il est arrivé à Lyon, il comptait pas sur Khaled Tachar. Et la preuve, d'ailleurs, si Khaled Tachar veut partir, c'est que lui-même, il sent que Fonseca n'en veut pas, quoi, pour la saison prochaine. Donc voilà. Et puis le joueur s'est exprimé sur la situation. Il a dit: j'ai déjà dit que je n'étais pas satisfait de ma situation au club, surtout lors de la deuxième partie de saison. On ne sait rien encore, mais l'été est long, on verra bien. Je dois voir quels sont leurs projets, ce que pense l'entraîneur, mais je ne peux rien dire pour l'instant, on verra bien. Voilà, et puis il fait pas partie apparemment des plans de Paulo Fonseca, donc il est logiquement sur la liste des transferts. Il y a plusieurs prétendants qui seraient manifestés, hein, notamment Sunderland, et en Turquie aussi où il est suivi. C'est à lui maintenant de voir ce qui va être pour son avenir, et est-ce que l'OL de toute façon le fera jouer les prochaines saisons, ça m'étonnerait. Il lui reste 2 années de contrat, hein, pour Khaled Tachar. Quelle pourrait être la valeur marchande de ce joueur-là? Compliqué. Moi, 7 ou 8 millions, ouais. Ouais. C'est entre 6 et 8 millions, je mettrais ce tarif-là. Aujourd'hui, sur le marché, il a 7. Pour la simple et bonne raison qu'il est international, il a quand même un peu d'expérience et qu'il a 2 ans de contrat et qu'il n'est pas non plus, il n'a pas 35 ans. Maintenant, je pense que sincèrement, 5 millions, l'OL, il le laisse partir sans aucune difficulté, franchement. Parce que vu la saison catastrophique qu'il a fait, enfin, le peu de matchs qu'il a fait, les mauvais matchs qu'il a fait, parce que le dernier match qu'il fait, c'est contre. C'était contre qui? C'est contre qui s'il prend un rouge, il n'y a aucune discussion possible. Il a pas joué contre Lens, ils sont dit, non? Je sais plus. Et il a joué sur un des derniers matchs, je sais plus lequel, peut-être le tout dernier, je sais plus. Ah, Monaco. Où il fait un pied haut. Oui, Il fait Monaco, Greg. Voilà, bah s'il prend un rouge, pour moi, Il remplace Mata. Il remplace Mata sur le match. Dès qu'il rentre, il fait une putain de faute. Ouais, bah voilà, bah. En tout cas, moi je pense que 5 millions, l'OL s'en sait pas. Et je pense que c'est son prix, honnêtement. Et puis hier, on a appris, on va changer de sujet parce que le sujet Khaled Tachar, c'est pas un des sujets notamment principaux. Là, il y a quelque chose sur lequel on peut revenir. On l'avait peut-être déjà un petit peu parlé hier, hein. Donc, par rapport à John Textor et ses parts de Crystal Palace, donc les médias anglais affirment qu'il y a 2 offres sur la table. Selon Sky Sport et The Guardian, l'une d'elles émane de Woody Johnson, propriétaire de la franchise NFL des New York Jets. Elle serait d'un montant de 190 millions de livres sterling, soit environ 223 millions d'euros. Et en parallèle, The Athletic révèle qu'un consortium incluant Jimmy Butler, joueur des Golden State Warriors en NBA, il me semble que Joujou en a parlé hier, aurait également déposé une proposition. Sa valeur s'élèverait à 200 millions de dollars, soit environ 173 millions d'euros, pour acheter les 43% détenus par Eagle Football dans Crystal Palace, donc de John Textor. Et en tout cas, l'un des patrons des Eagles, Steve Parish, serait favorable à la première option, donc le vendre au premier tarif là qu'on a dit, de soit environ 223 millions d'euros. Voilà, donc ça c'est de l'argent qui rentrerait dans les caisses et qui nous permettrait de justifier auprès de la DNCG. Est-ce que selon vous, c'est un élément vraiment très important, et en quoi l'Olympique Lyonnais en ce moment là peut avoir besoin de cash, Jojo? Et parce que moi, aux dernières nouvelles, on pourrait récupérer sur cette vente, il y aurait entre 50 et 60 millions d'euros qui pourraient être injectés dans Eagle Football, et pas la totalité, hein. Après, John Textor fait ce qu'il veut, hein, de sa vente. Bah, après, pour moi, alors comme il disait Greg hier par rapport à ça, c'est que le problème, c'est si il arrive à vendre ses parts de Crystal Palace, derrière, il n'y a plus de bourse, quoi. Derrière, il n'y aura pas de bourse. Donc maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'il fait bien de vendre les parts de Crystal Palace ou pas? Alors oui, ça ramène des sous dans les caisses, mais est-ce que du fait de ne pas passer en bourse, est-ce qu'on serait pas perdant du coup? Je sais pas. Ouais, Après, je sais pas ce que Greg il en pense. Adil. Non, mais vas-y, Adil. Mais c'est... Vas-y, excuse-moi. Vas-y. C'est bon? Non, vas-y. Le problème, c'est que tu fasses d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Parce que Crystal Palace veut jouer l'Europa League.
Alors, s'ils veulent jouer l'Europa League, il faut que Textor il sorte du consortium. Ouais, mais Il a lui, pas le c'est choix. ça, entre guillemets, il s'en fout de ça. Parce qu'il il Bah, s'en fout, il sera toujours quand même. Voilà, pour oui, lui. mais peut-être le club anglais pousse Ouais, ouais, bah oui. Textor pour qu'il Supporter, les vende. supporters, oui. Et là, par contre, Textor, il peut être en, en force. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, bah écoutez, c'est vous qui me demandez de partir. Bah maintenant, allongez la monnaie. Quand on dit 220 millions, peut-être ça sera peut-être plus. T'en penses Greg. quoi, Greg? Bah, le truc, c'est que de toute façon, c'est du texteur, c'est-à-dire que c'est toujours ambigu. Ces parts, elles sont pas encore vendues, hein. Faut pas non plus. Parce que là, on a eu le consortium, on a eu les idées. Bon, il y a eu les soi-disant les offres. Personne n'a dit qu'il a dit oui. Alors, il est obligé de vendre ses parts rapidement pour que Crystal Palace puisse accéder à la Ligue Europa. Et je pense qu'à mon avis, s'il y a cette histoire, c'est qu'à mon avis, il a des pressions de notamment Steve Parish, qui est le deuxième, on va dire, actionnaire de Crystal Palace. Il a des pressions des supporters, mais je pense que les supporters, il en a rien à faire. Hein. Il suffit de voir à Lyon, voilà, ou à Botafogo. Donc voilà, mais moi je pense qu'il a plus des pressions de la part de Steve Parish et il a peut-être des choses à perdre là-dedans, voilà, parce qu'il n'est pas actionnaire majoritaire de Palace. Maintenant, oui, le truc c'est que je vois pas comment, s'il vend ses parts, elles sont pas encore vendues, l'argent n'est pas encore arrivé, ça se trouve il va les vendre après le 24 juin, hein. Voilà, on verra aussi ça. Mais s'il vend ses parts, moi je vois pas comment il peut entrer en bourse. Et on nous disait quand même il y a quelques semaines, on nous annonçait un montant de 1 milliard quand même pour la bourse. Donc là, ça se casse la gueule. Mais en gros, c'est tout son projet qui se casse la gueule parce que, en gros, il nous dit qu'à chaque fois, enfin, il nous dit pas parce qu'il fait pas de conférence de presse, mais de ce qu'on comprend, c'est que lui, son projet, c'est la bourse. C'est qu'il veut, entre guillemets, gagner beaucoup grâce à la bourse et puis voilà, mettre son entreprise, enfin, sa société sur le devant de la scène. Sauf que s'il fait ça, bah pour moi, son projet se casse la gueule tout simplement. Et derrière, il va entraîner peut-être l'OL. Molenbeek, j'en parle même pas parce qu'à l'heure on n'en parle pas, mais à l'heure je les plains à mort parce qu'il en a rien à faire. Botafogo, il paye plus personne, enfin bref. Donc en fait, tout son projet est en train de se casser la gueule tout simplement. Autre sujet très important, vous le voyez, ça fait partie du titre Les Alliés contre le système. J'ai choisi ce titre-là, notamment dû à la relation entre Evangelos Marinakis et John Textor. Je trouve que Greg en a très bien parlé là il y a quelques jours. On le sait, il y a des mouvements entre Nottingham Forest et Eagle Football. Il y a eu de la casse là. Il y a eu de la casse. Mais il y a de l'orage aussi. C'est toi qui as. Ah ouais. Ah oui, il y a de l'orage. J'ai entendu vous des l'entendez, verres se briser là. Non, il y a de l'orage. Hein. Non, mais il y a un verre qui est cassé là. Ah ok, Ah, ouais. c'est pas moi. Hein. Moi bah. Non, c'est pas non, c'est l'orage. Voilà, donc je parlais de la relation entre les deux présidents. On le sait, on l'a vu l'été dernier, il y a eu des opérations qui ont été faites, notamment celle d'Aurel Mangala pour 35 millions d'euros, celle de Moussa Niakhaté pour 31,9 millions d'euros, ce qui nous donne plus de 65 millions d'euros ayant transité entre l'OL et Nottingham Forest. Et voilà, il y a d'autres affaires qui sont en cours. Et puis un journaliste, un animateur de Forest Focus qui s'est exprimé à ce sujet et il a dit que Lyon ait pris le prix fort, oui. Mangala est un bon footballeur, gentil et régulier. Je dirais qu'il vaut entre 15 et 20 millions de livres sterling, soit entre 17,5 et 20 millions d'euros. Niakhaté était probablement un joueur à 15 millions de livres. Il n'a jamais vraiment déçu Forest, mais il était loin du niveau de nos défenseurs centraux actuels, Murillo et Milenkovic. Voilà, donc on voit beaucoup de monde qui dénonce un petit peu les montants. On en avait parlé il y a longtemps. J'entends quelqu'un ramasser des bouts de verre. Non, c'est pas moi. Hein. Ouais, je sais pas d'où c'est, mais en tout cas, je suis quelqu'un, j'entends des bruits. Mais c'est pas grave. Il a brisé la glace, on nous dit en commentaire. En tout cas, voilà, donc il est en effet prévu que Nottingham Forest acquiert au moins deux joueurs de Botafogo, Igor Jesus et Ger Cunha. Ça, c'était les dernières news. Ils disputent actuellement tous deux la Coupe du Monde des clubs et l'OL dispose des droits économiques de ces hommes.
Donc l'argent récolté, environ 35 millions d'euros, reviendrait, comme ce fut le cas pour Luis Enrique, à l'OL. À côté de ça, il y a le renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais devrait recruter Matt Turner et Danilo, c'est toujours d'actualité. Je ne sais pas si Greg a des dernières nouvelles. Contre une somme d'environ 30 millions d'euros, les deux inclus, c'est ça? Euh, oui, c'est toujours d'actualité. De toute façon, tout va dépendre de la DNCG. Alors après, Matt Turner, en fait, il y a eu un accord, soi-disant, de 8 millions d'euros. Et à la base, on nous disait 25 pour Danilo, 5 pour Turner. Alors est-ce que ça va pas être finalement 22 pour Danilo, 8 pour Turner? Je sais pas, mais en tout cas, logiquement, c'est des joueurs qui devraient venir si jamais on passe à DNCG, quoi. Hmm. Mais vous savez, les gars, là, on parle de Matt Turner et tout, mais vous savez que à ses débuts, les gars, c'est un super gardien, hein, Matt Turner. À ses débuts, hein, Je connaissais pas, enfin, j'avais pas suivi personnellement. J'ai regardé un peu ses vidéos. Alors, je me rappelle plus du club quand il a commencé, mais je peux vous dire, vous tapez Matt Turner et tout, arrêt de gardien et tout. Adieu, mais il en a fait, hein, des arrêts. Mais après, je pense qu'un gardien, quand tu le mets sur le banc et tout, son niveau, il le perd. Il voit qu'il est plus titulaire et tout. Donc voilà, c'est compliqué. Hmm. Après, voilà, Alors, on verra bien. c'est vrai que je parlais comment il s'appelle exactement de Matt Davis, l'animateur du podcast. Il a également dit là-dessus, il a donné son avis. Il semble que ce soit un accord mutuellement bénéfique, surtout pour Forest. Ils ont certainement joué un peu avec le système en ce qui concerne le fair play financier, ce qui a beaucoup aidé Nottingham Forest. Les joueurs de Botafogo, s'ils signent, semblent être tous de bons footballeurs. Et dans ce cas, il semble que le club les paye probablement trop peu. Donc voilà, il y a des arrangements, on le sait. Hein. Et les deux présidents... Et en même temps, il y a un petit peu de tension, parce que Evangelos Marinakis a écrit à l'instance européenne, c'est la BBC qui l'a dit, pour demander l'exclusion des clubs d'Eagle Football de la Coupe d'Europe, pour récupérer notamment la place de Crystal Palace. Ça aussi, c'était une information. Donc, sur le côté sportif, ça s'arrange un petit peu, mais en dehors, on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu des tensions. Ouais, après, de toute façon, oui. Voilà, donc là-dessus, on le sait, John Textor a un petit peu trouvé un partenaire pour pouvoir contourner certaines règles, ou en tout cas négocier des arrangements, on va dire. Maintenant, on n'est pas surpris, ça fait longtemps qu'on le sait, mais du moment que c'est pas sanctionné, quel problème ça pose? Je sais pas, faut pas que l'UEFA non plus enquête tout le temps sur ce genre de choses, et que ce soit fait dans les règles, c'est quand même mieux. Voilà, donc il y a... Je sais pas si ces opérations-là vont se concrétiser. Toi, tu avais une autre info mercato, Greg. Il me semblait que tu avais écrit un article pour Ferveur Lyonnaise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur celui-ci? Aujourd'hui, là, ce soir? Ouais. Ouais, bah, c'est une info qui est tombée il y a 1 heure à peu près. C'est Fabrizio Romano, hein, qui a sorti ça. Alors, il n'y a rien d'officiel, hein, mais en fait, il y a l'OL qui se serait renseigné. Je connais pas du tout le joueur, hein, je vais être honnête, sur Maximilian Oyedele. Donc, alors, c'est un milieu défensif de 20 ans, d'1m83, qui joue au Legia Varsovie, en Pologne, qui a joué 16 matchs dans le championnat polonais la saison dernière. Voilà, il est né en Angleterre, mais en fait, il a la double nationalité et il est formé à Manchester United, donc il a 20 ans. Donc il y a l'OL qui se serait renseigné sur lui. Il y a Anderlecht également qui est sur le coup. Donc c'est un club belge et le club Bruges. Voilà, donc les deux clubs belges sont aussi sur le coup. Et sa valeur, elle est estimée à 4 millions d'euros. Et de ce que j'ai compris, en fait, il aurait une clause de 6 millions. Parce qu'en fait, Manchester aurait 40% sur la future revente. Voilà. Donc c'est une rumeur. Donc je pense qu'à mon avis, si la piste se concrétise, je pense qu'on est sur une piste de Mathieu Louis-Jean. Parce que je vois pas John Textor aller chercher ça. Voilà. Mais si c'est un anglais, et voilà, mais bon. Je pense qu'on est sur une piste de Mathieu Louis-Jean qui quand même essaye de faire avec le peu de moyens qu'on a, on va dire, et de trouver des joueurs un peu inconnus à fort potentiel. Donc lui, ça pourrait être le cas. Maintenant, je le connais pas. Si en commentaire des gens le connaissent. En commentaire, on nous dit le dernier Polonais à l'OL, c'est Ribus.
Marseille Ribus, ouais. Alors, on se souvient tous de Rébus, Maciej ouais. Rébus. Après, le truc, c'est que bon, bah, lui, il est anglo-polonais, donc tu vois, il est formé en Angleterre. Donc bon, c'est différent, quoi. Mais bon, c'est vrai que le dernier polonais, ouais, ça n'a pas été une grande réussite. Après, si on est capable de faire la même chose que Fofana, bah, ça me va. Hein. Ouais. C'est-à-dire Après, je connais pas l'acheter, les joueurs, de l'acheter et puis que voilà, il performe et tout à Lyon et puis que voilà, après on puisse le vendre plus cher. Donc voilà. On verra. Après, On Ouais. verra. on passe une Tessman, quoi. Surtout Ah ça. ouais, non, mais non, s'il te Après, plaît. Tessman, il peut encore progresser et tout, mais on voit bien que le mec, ce sera jamais Rodri, quoi. Voilà, il progressera, mais bon, il y a pas, voilà. Après, je le connais pas du tout, ce joueur. C'est Fabrizio Romano qui a sorti ça. Généralement, c'est assez fiable et c'est que un renseignement. Hein. Ça Mais se il n'y a trouve, que lui hein, qui est fiable, hein, de toute façon, Greg. Hein. Pour moi, hein. Moi, il y en a d'autres. Ah bah, des années. il s'est déjà Ouais. trompé sur l'Olympique Lyonnais, Fabrizio Romano, c'est Ouais, il déjà s'est arrivé trompé aussi. une ou deux fois, mais bon. Ouais, Mais mais d'autres. c'est Mais c'est du rare coup, qu'il- par rapport à son taux de réussite, c'est vrai que du côté de l'OL, on était un peu plus en baisse sur ce qu'il disait. Il y a tout souvent des opérations qui ont foiré un petit peu là, l'OL où ça devait se faire et finalement ça s'est pas fait. Encore une fois, une sorte de malédiction au-dessus de la tête de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire, même quand Fabrizio annonçait un joueur, ça arrive avec des fois, ça Bah, on capotait. parlait de. Bah, j'ai un exemple. Facundo Pellistri, Manchester United, Ouais. qui était annoncé Qui a- à Lyon. Qui a fait vraiment pas un bon choix, hein, Ouais. Pellistri, hein, à ce moment-là. Sinon, il y avait qui là, comment il s'appelait là, l'ailier là qu'on voulait le. Ah, Comment je veux pas dire l'étranger Colombien là. Oui, non. non. Putain, comment il s'appelait? Quelle nationalité? Je me rappelle plus, Greg, je te jure. Je l'ai le nom sur le bout de la langue, je te jure. Un ailier. Malasia, ça y est, Malasia. Ah, Malasia, oui. Malasia. Rappelez-vous Ça aurait aussi pu de être ce une joueur. très bonne recrue du côté Ouais, de l'OL, c'est Malasia. vraiment dommage. On nous parle Et de du coup, la Donnarumma. dernière Donnarumma, c'est allé moins loin dans les négociations que Malasia. Ouais. Un peu Ouais. moins quand même. Ouais, c'était à l'époque de Vincent Ponceau, Malasia, ouais. Bah, Ouais, qui est c'est revenu ça. au PSV d'ailleurs. Ah, je suis content, j'ai une bonne mémoire. Je sais plus. Je suis content, j'ai une bonne mémoire. Ouais, on a. Je suis là. Ah, je Ah. pensais que tu avais fait l'invite, Damien. Mais du coup, non, je ne l'ai pas. Ce joueur, ben, à suivre. À suivre. Moi, je le connais pas du tout, mais bon, c'est une piste parmi tant d'autres, quoi. Voilà. Ouais. Donc on continue un petit peu avec les informations et là ça va être concernant un petit peu les Gaunes. Hein. Je pense que c'est sympa que ce soit évoqué aussi. Rachid Ghezal s'exprimait dans l'émission Le Club des 5 sur les joueurs qui l'ont impressionné sur son passage à l'OL. Alors déjà sur Rachid Ghezal, je sais pas quel souvenir vous en avez, mais je vous rappelle un petit peu qu'il a disputé 119 matchs du côté de l'OL entre 2012 et 2017, où il a inscrit 14 buts et délivré 16 passes décisives. Après, il allait à l'AS Monaco, puis il allait en Angleterre, à Leicester en 2018. Et après, il a été envoyé en prêt du côté de la Fiorentina, puis il a été vendu du côté de Beşiktaş, où il a passé ses meilleures années entre 2020 et 2024. 17 buts et 32 passes décisives en 123 apparitions. Pardon. Donc là, à l'heure actuelle, il évolue dans un autre club turc, à Rizespor. Voilà. Et puis, il s'exprimait sur certains joueurs. Et d'après vous, c'est qui les joueurs qui l'a le plus impressionné, on va dire, qualitativement ou à leur poste? Je vais vous donner un... Ouais, Samuel Umtiti, vous avez suivi. C'est qui a suivi là qui me l'a dit? Ah, Ouais. Damien. Ouais. Donc Samuel Umtiti, il a dit Sam, c'est le meilleur défenseur central avec qui j'ai joué. Déjà même en catégorie jeune, lorsqu'il était fort, individuellement en 1 contre 1, c'était trop dur de le passer. Et puis il avait une qualité de relance balle au pied. Aujourd'hui, c'est peut-être l'un des postes où c'est le plus dur de trouver quelqu'un qui est à la fois solide défensivement, qui fait le travail, qui est rapide et qui sait jouer au ballon. Et Sam, à cette époque-là, c'était un monstre, l'un des plus forts. Donc voilà sur Samuel Umtiti. Et je voulais poser la question, là, je pense que j'ai posé à Damien. Quel souvenir tu as déjà de Rachid Ghezal? C'est la question que je voulais poser à la base. Rachid Ghezal, sans mon souvenir, il avait marqué lors du premier match au Groupama Stadium un magnifique but contre Troyes, justement. Frappe dans la lucarne du gauche. Ouais, un bon gaucher. Après, comme il a expliqué lui, il a failli prolonger au club, mais ça s'est pas fait parce que il y a eu des problèmes de commission d'agents et au final, ils avaient recruté Bertrand Traoré.
Donc, du coup, il n'a pas pu, on va dire, prolonger à l'OL. Il voulait un meilleur salaire parce qu'il touchait 40 000 euros, je crois, par mois. Ouais, sinon, bonne patte gauche. Après, je trouvais que physiquement, il était un peu frêle. Mais ouais, après, voilà, ça restera, on va dire, un joueur moyen de l'OL pour moi. Hmm. Ouais. Joujou? Ouais. Bah, après, ouais, non, mais Guézal, ouais, je suis d'accord avec Dame, c'est que oui, c'était un joueur moyen, mais je trouve que quand. Je me rappelle, hein, quand Lyon a commencé à jouer au Groupama Stadium, c'est là que Guézal, Il s'est un peu. révélé. Bien vu. Ouais, il s'est révélé, que c'est un peu montré. Il faut se rappeler le but qu'il avait mis contre Saint-Etienne, le but qu'il avait mis contre Monaco, Voilà. le score de 6-1. Donc voilà, après Guézal, maintenant, voilà, il est en Turquie, je crois, il me semble, Beşiktaş. Donc voilà, après, ouais, comme disait Dame aussi, il y a Bertrand Traoré aussi qui est venu aussi, et puis voilà, hein, qui l'a remplacé. Et puis je trouve que Bertrand Traoré, il l'a très bien remplacé quand même pendant qu'il y a eu une bonne année quand même. Ouais. Et puis il y a un autre joueur qui a plu à Rachid Ghezal. C'est l'un des joueurs avec lequel j'ai eu les meilleures relations sur le terrain. Il a dit on se trouvait sans se parler, sans se regarder, on s'entendait très bien, même si nous n'étions pas les meilleurs amis du monde. On s'entend très bien, même en dehors, on a nos enfants dans la même école. Mais sur le terrain, on avait une relation qui marchait superbement. C'était avec Alexandre Lacazette. Voilà, donc on avait quand même une sacrée attaque parce qu'il avait parlé aussi de Nabil Fekir, l'explosivité un petit peu trapue qui résiste au duel, qui va te décocher une grosse frappe dans la lucarne. Nabil offensivement et balle au pied, c'était quelque chose. Individuellement, c'était très costaud, il a dit. Voilà, donc quand on se souvient l'attaque, on avait les joueurs offensifs, on avait Lacazette, Ghezal, Fekir, offensivement. Maxwell Cornet. Maxwell Cornet. Ouais, Cornet, il était en attaque à l'époque avant que Laurent Blanc arrive pour le mettre sur le côté. Est-ce qu'il n'y en avait pas un autre? Je suis en train de réfléchir. Offensivement, Valbuena. Après, Ah qui ouais, s'est rajouté. exact. Ah ouais, Ouais. Valbuena, exact, oui, ouais, Valbuena. Ouais. Donc, Valbuena aussi, il a est-ce que fait bonheur c'était de- pas. Je sais pas si je peux poser la question à Adil. Adil, t'avais suivi ce grand lion là ou pas? Ah, écran noir. Merci pour le. Greg, L'orage. est-ce que c'était la meilleure attaque qu'a eu Lyon tu penses techniquement ou offensivement, est-ce qu'on était les meilleurs à ce moment-là Ben, non, je pense que non, parce que pour moi, la meilleure attaque, enfin, la meilleure période offensivement, mais c'est la meilleure période de tous, c'est pendant les 7 titres, quoi. Avec Govou, avec Wilton, avec Fred, enfin voilà, pour moi, c'était même à la limite avec Sonny Anderson, mais voilà. Donc c'était pour moi ça, maintenant, c'était une belle équipe, surtout qu'en fait, c'était beaucoup de jeunes formés au club, quoi. Ghezal est formé au club, la Casette qui était formée au club, bah, il y a Nabil, il y avait Tolisso, mais s'il était un peu plus bas sur le terrain, donc c'est pour ça quoi. Mais bon, après, non, pour moi, ça valait pas non plus comment on appelle ça. Mais à Lyon, il y en a eu, hein, des genres déchus. Moi, je me souviens toujours un énorme flop. C'est, bon, bah, ok, Anthony Martial, c'était pas né en flop parce qu'on l'a vendu, il a été à Monaco, il a fait une belle saison, même si derrière, après, pas une belle carrière, même si derrière, après, il s'est perdu à United. Mais moi, c'est Belfodil, quoi. Baloui, Belfodil, c'est des mecs, on attendait tellement d'eux. Et au Oui. final, Belfodil, je crois que je l'ai vu une fois à Parme. Mais je sais pas du tout je sais même pas s'il joue encore, fait de ça. Il doit être en Turquie, peut-être. Tu C'était te rappelles genre comme aussi, hein, tu te rappelles aussi, Greg, de ce joueur, Belhadj? Ouais, mais lui, il est pas formé à l'OL et il venait de ce Ouais, genre. mais il a pas fait grand-chose, hein, quand même. Hein. Ouais, mais les joueurs, entre guillemets, qui venaient de Ligue 2 ou d'un club inférieur, c'est comme Dani qui est Ouais, venu, ça a jamais réussi, quoi. Il y en a Inceros, beaucoup, hein, pareil, quoi. enfin, voilà, quoi. Il y en a beaucoup Moi, de le joueurs joueur- qui arrivent à Lyon et qui n'ont pas su se montrer. Hein. Moi, le joueur qui m'a plu, c'est le néerlandais. On peut parler de Beauvue aussi, hein, les gars. hein. Claudio Beauvue, on en parle aussi. Il m'avait- Memphis. Memphis, il m'a bien plu. Mais c'était un peu après, je crois, Memphis, non? Ouais, c'était après, oui. Mais c'était mais vraiment. c'est- Franchement, t'as vu les jambonneaux qu'il avait? Et avec ses tatouages, le lion qu'il avait au niveau de sa jambe, franchement, c'était un tueur, Memphis. Bah oui, mais, Un vrai tueur. mais surtout de ça, pour moi, là, Memphis, pour moi, c'était un vrai capitaine. À Lyon, c'était un vrai capitaine, les gars. Et pour moi, un joueur comme ça, dans notre équipe, bah, il manque. Je
suis désolé. Parce que lui, il avait la niaque, lui, il avait toujours l'envie de la gagne et tout. Voilà. Rappelez-vous du but qu'il allait chercher contre Toulouse à la dernière seconde, il se l'est fait tout seul. Memphis, je l'adorais, mais c'était quand même un intermittent du spectacle. hein. Ouais, Il y a il quand était même- Moi, j'ai du mal quand même régulier. avec cette image-là que tu donnes. Mais Je je trouve qu'on l'adorais, le met- hein, de toute façon, je l'adorais. C'est le mec. Mais bon, il a surtout marqué parce qu'il a mis des buts hyper importants contre Mhm. le PSG, Il a contre pris ses l'OM. responsabilités, ouais. Le but, Et le il a- but du milieu de terrain contre Toulouse. Ouais, bien sûr, contre l'OM où il s'ouvre l'arcade. Ouais, Des mais matchs celui-là, Et celui-là, je, d'ailleurs, je suis Norman- désolé, c'est un très bon joueur, un excellent joueur, il est incroyable. Ouais. Par contre, je préfère quand même comme capitaine Corentin Tolisso, par exemple, que Memphis Depay. Ah oui, Je oui. préfère largement Oui, non, ce mais type de à joueur-là l'époque, que... Olive, à l'époque, Tolisso l'était pas avec Depay. Ouais. Il était, Ah, il oh, était oh, pas. oh. T'es sûr? Non, Pas non, la non, fin il était au Bayern. Non, Tolisso, il me semble pas qu'il était avec Depay, hein, les gars. Mais il était encore blessé au Bayern. Il était, Ah, ok, il était au c'était au Bayern à début alors l'époque, de hein. l'aventure. Ouais. Non, Il ouais, a, il était au- il a pas joué la première année avant de partir? Je suis pas... Franchement, les gars, si Dame, t'as l'ordinateur avec toi, là, regarde. Il me mais semble, je te il me jure, semble qu'il était encore là un petit moment. je sais, franchement, j'ai un. Allez doute. les gars, là, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum, les gars. Soutenez l'émission Peuple du Rhône de cette manière, ça nous fait plaisir, merci beaucoup. Alors là, je suis très curieux de savoir parce que j'ai touché cette image. Ouais, je suis dans l'incertitude. Est-ce que Corentin Tolisso avait Ouais, évolué avec franchement, Memphis Depay? Il me semble pas. bien. Tolisso, il part quand? Ah bah regarde, Euh, date de transfert, au pire, attends. Moi, Mais je pense Bah, que il non, part ils ont en pas 2000, joué. il part en 2015 au Bayern, je crois, Tolisso. Là, ça vient de dire si une saison ensemble 2017. Voilà. Il me semblait aussi qu'il y avait une saison Oui, ensemble. ils ont fait une saison. Bah, putain, bah ouais, bah, ça remonte, ça remonte. Hein. Je m'en souviens encore. Il y a eu une saison ensemble. Ouais. Ah, il y Memphis, il avait... restait quoi, 3 ans là Donc du coup, de ce que Ouais, tu il me disais, semble, Olive, Greg. du coup, de ce que tu disais, Olive, et ben, c'est que Memphis, il passait devant la hiérarchie en tant que capitaine avec Tolisso quand même. Hmm. Voilà. Ouais, allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on avait encore à voir ensemble? Oui, sur le mercato, là, il y a une statistique intéressante. Il y a eu plus de 550 millions d'euros de ventes de joueurs formés à l'OL depuis les années 2000. Donc la dernière, c'est bien entendu Ryan Cherki, hein, pour environ 42,5 millions d'euros. Manchester City qui lui a offert son contrat de 5 ans. Ryan a intégré le top 5 des plus belles ventes de joueurs formés à l'OL. Il se place devant Karim Benzema, Malo Gusto autour des 35 millions d'euros. Il reste derrière, c'est Corentin Tolisso. Hein. Corentin Tolisso avait été transféré de l'ordre de 47,5 millions d'euros. Bradley Barcola, 50 millions d'euros. Et Alexandre Lacazette, 60 millions d'euros dans ce classement-là. Voilà. Et il y a 48 joueurs qui ont été formés à l'OL et vendus depuis l'année 2000. Ça atteint un total démentiel de recettes pour des ventes de joueurs formés à l'OL de plus de 557 millions d'euros, bonus compris. Voilà, c'est un sacré chiffre et il me semble que le LOSC, à titre de comparaison, en est autour des 350 millions d'euros. Hein. Malgré les faits qu'ils ont sorti, le LOSC. Rennes, pardon. Ouais, c'était plus la comparaison avec eux. Voilà, donc sur le fait qu'on forme des joueurs et qu'on les vend très très cher, est-ce qu'il n'y a pas une baisse de cette probabilité-là du côté de l'Olympique Lyonnais, qu'on sorte encore des talents qui vont jouer 2-3 ans du côté de l'OL et qui vont pouvoir être revendus à un certain prix, sachant qu'on utilise de moins en moins de joueurs du centre de formation d'Amiens? Tu viens de donner la réponse. Ouais. Alors. C'est une question rhétorique. Ah ouais, non mais voilà, on sait qu'en plus Textor délaisse un peu le centre de formation. Il y a moins d'argent pour le centre de formation, donc automatiquement peut-être tu sortiras moins de pépites. Maintenant, quand tu as aussi une équipe réserve qui est en National 3, il faut pas aussi prétendre à des grands joueurs. Il y a beaucoup de moins d'équipes qui sortent, on va dire, des pépites. Hein. Maintenant, la plupart des joueurs à 18 ans, ils signent des contrats mirobolants et ils sont dans les grosses écuries. Quand on voit le transfert du Real, là, du jeune gamin de River Plate, 18 ans et ils l'ont déjà payé 50 millions d'euros. Maintenant, à 17 ans, le gamin, il peut déjà signer au Real Madrid. Donc voilà, déjà le football, il a évolué sur ça. Donc oui, et puis Lyon, à l'heure d'aujourd'hui, on dit qu'on a un grand centre de formation, mais
C'est juste parce qu'on a des joueurs qui signent des contrats pro jeunes, mais après, au niveau de la qualité, c'est pas non plus extraordinaire. Hmm. Greg, c'est fini la grande époque de l'OL qui va sortir des grands joueurs et les vendre très très cher. Là, on est dans un nouveau format avec John Textor. Comment tu vois justement le projet de John Textor, c'est-à-dire maintenant qu'on sort plus autant de joueurs de l'académie pour les vendre très très cher, alors quel est le projet de John Textor, si tu as envie de le rappeler, pour se faire de l'argent, on va dire, pour gonfler les comptes du club? Bah, son projet, ouais, bah oui, je pense qu'il a délaissé totalement les jeunes, ce qui est dommage. Bah, son projet, c'est tout simplement d'aller chercher, je sais pas moi, un joueur à Santos, le faire passer par Botafogo, lui promettre l'Europe, un an, 6 mois, un an chez nous, comme ça, il se révèle entre guillemets en Europe, il découvre, et puis après, il part pour le prix fort, quoi. Et puis voilà, ou pourquoi pas prêter à Molenbeek ou des gens comme ça, où son projet, c'est. Bah, on a eu l'exemple avec Gomez Rodriguez, c'est d'aller, je sais pas, peut-être chercher des jeunes joueurs, par exemple en Angleterre, et puis ensuite, bah, enfin, continuer à les former, parce qu'ils sont déjà formés ailleurs, et continuer à les former, puis bah, ensuite, pourquoi pas les vendre s'ils sont bons, ou leur laisser 1 ou 2 années en équipe première. Et puis après, si le gamin est bon, bah, il part, quoi. Mais au final, c'est un projet. Bah, en fait, on n'est plus que jamais un club tremplin, quoi. Tout simplement. Avant, on était un club où on formait, où il y avait des joueurs qui pouvaient aller loin, pouvaient faire une bonne partie de leur carrière. Je sais pas, moi, 4-5 ans, regarde Anthony Lopez, par exemple, il a fait une bonne partie de sa carrière à Lyon. Maxence Cacré, Lacazette est parti, mais voilà. Aujourd'hui, en fait, on est un club où tu restes 1, 2 ans, voire même 6 mois parfois, et ensuite tu te pars, quoi. Soit parce que tu postules à mieux, sauf que tu vois que c'est un bordel sans nom, soit parce que tes agents se disent oulala, ça pue ici, c'est une catastrophe, et voilà, tout simplement. Ouais. Adil, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, ce que je voulais dire par rapport à Botafogo, l'avantage il a un club. Botafogo, on est bien d'accord, c'est un club brésilien, hein, Oui. argentin, hein, d'accord. Non, non, Brésil. En ayant un club au Brésil, l'avantage, c'est que quand il achète un joueur au Brésil, et ça fait Brésil-Brésil, il l'achète moins cher pour après faire la permute pour qu'il puisse partir en Europe. Pour que ces clubs qui sont en Europe, ben, ça lui revient moins cher. Hmm. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui. C'est Donc pas, ça, c'est une c'est, manière. c'est pas con ce que tu dis. C'est pas Et con. le souci, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le Brésil, c'est un marché qui est fermé. Ah oui. En fait, aujourd'hui, le Brésil, en fait, Textor, il va acheter le bas du panier, je suis désolé de le dire. Regarde, Oui, Lucas oui. Perry, ça a été un bon choix. Mais Lucas Perry, il va le chercher parce que personne ne le veut, tu vois. Alors après, ça a bien marché. Mais regarde, qui je peux te citer, moi, je sais pas, moi, un Estevao, par exemple. Estevao qui est parti, je crois, à Chelsea pour 45. Tu vois, Danilo, par exemple, Danilo de Palmeiras, qui va peut-être venir à l'OL, tu vois. C'est Nottingham qui allait chercher. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le Brésil, le marché, il est fermé, quoi. Tous les clubs ont des scouts là-bas. Ils ont des scouts en Argentine, ils ont des scouts partout en Amérique du Sud, et surtout au Brésil. Et aujourd'hui, au Brésil, regarde Hendrick, le prix qu'il a payé, par exemple. C'est comme Mastantuono, comme a dit Damien, mais Hendrick, c'est pareil. Hendrick, il était au Real Madrid et tout, machin. Victor Roque, c'est pareil au Barça. Caio Jorge à la Juve, c'est pareil. Il est arrivé pour 10 millions, aujourd'hui il est à Bahia. Bahia ou je sais plus, un club en bleu, je crois, je sais plus. Peu importe. Et en fait, le marché il est fermé, quoi. Donc Textor, au final, bah, il arrive à convaincre, mais c'est des joueurs, on va dire. De seconde Bas du zone. panier, tu vois. De seconde Ouais, zone. bah oui, forcément. Ouais. Ah oui, mais bon, après, il fait avec les moyens aussi. Il n'a pas, Oui, Textor il n'est pas richissime. Ça veut dire que les gros clubs comme le Après, Real, s'il le était- Barça, S'il vas-y. était vraiment intelligent, il irait au Chili, il irait en Bolivie, il irait Si. des joueurs Mais il est amoureux du tout Brésil. aussi forts, peut-être, Ouais. mais qui tout simplement serait un prix bien plus abordable. Parce que de toute façon, le Brésil et l'Argentine, le marché, il est fermé. Tous les Européens, les grands d'Europe, ils te scrutent. T'as même maintenant ceux de l'Arabie Saoudite. Donc le marché, et même les États-Unis, avec Almada par exemple, qui est parti à l'Atlanta. Donc, le marché aujourd'hui, il est fermé. Donc c'est comme nous en Europe, hein, il y a des marchés, c'est compliqué. C'est pour ça que
l'histoire du Polonais, c'est peut-être intéressant, enfin, des choses comme ça, quoi. Ouais. Non, mais On après, va... Vas-y, Damien, pour finir, après on clôt le débat. comme dit Greg, en fait, les grands clubs comme le Real, le Barça sont déjà, on va dire, avec les bons clubs brésiliens. Et les agents, ils sont déjà d'accord avec les joueurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, recruter des Brésiliens comme on faisait à l'époque, des bons Brésiliens, c'est très très compliqué. Ces joueurs jeunes et bons partent directement dans les grosses écuries. Ils sont déjà promis en fait. Très cher. Allez, on continue les gars. Autre information que j'ai découvert aujourd'hui, je savais pas, dans une émission d'RMC, Frédéric Guerra, agent de joueur de l'OL, a parlé un petit peu du mercato et il a parlé d'une anecdote au sujet de Sidney Govou. Il a dit j'étais allé à Annecy pour voir un match amical. Jean-Michel Aulas m'a vu dans les tribunes et me dit bon, on a décidé de vendre Sidney Govou à l'OM. Donc voilà, je vous le dis. À la fin de la rencontre, j'attends les joueurs un peu. Il revient et me dit on a changé d'avis, on vend Peggy Louindoula à Marseille. Et là, ils ont vendu Peggy Louindoula 2 jours après. Cela jouait entre les deux. Et il a ajouté, sûrement qu'il a dû en discuter avec Bernard Lacombe, qui était un fin footballeur, analyste. Je pense que Bernard a dû dire non, on ne peut pas vendre Sidney Govou. Alors là, c'est un petit peu fou parce que Sidney Govou, il aurait très bien pu aller du côté de l'Olympique de Marseille, si on écoutait un petit peu là, Jean-Michel Aulas là-dessus. C'est fou, c'est une drôle d'anecdote ça. Ouais, mais il en a eu plein hier, hein, il en a raconté beaucoup. Hein. Ah bah ouais, Ah mais ouais, après, t'en as d'autres? Ah bah sur Ben Arfa par exemple. Par exemple, dis-moi. Benzema aussi. Sur Ben Arfa, si je me rappelle bien, alors putain, il en a dit tellement hier sur Ben Arfa. Ouais, je sais plus, mais il en a dit tellement hier. Et sur Ben Arfa, je sais qu'il avait dit une anecdote, c'était assez marrant, mais je me rappelle plus. Même Riolo a rigolé. Ouais. Et enfin, il disait souvent, il a dit aussi que c'est en fait c'est sa maman qui mettait beaucoup de pression à tout le monde, à Ben Arfa. C'était très très dur de le gérer. Il faut savoir que à l'époque, comme il disait, Lyon c'était un peu le club pour les jeunes à venir. En fait, il fallait aller à Lyon à l'époque. Ok. Et lui, Ben Arfa, quand il a été le chercher, parce qu'il était à Clairefontaine, Ben Arfa, il a dit, de toute façon, si moi je te récupère, c'est à Lyon et pas autrement, parce que Fred Guéra a travaillé toujours avec Lyon. Et du coup, il a dit, ça sera un peu sa famille d'accueil avec ma femme. Et l'anecdote, c'était qu'un jour, il avait 42 fièvres. Et en fait, il fallait aller chez Ben Arfa pour lui prendre la température. Mais sa mère avait pas de thermomètre, je sais plus quoi. Du coup, sa femme, elle a dû prendre un thermomètre pour aller chez Ben Arfa pour qu'il prenne sa température. Enfin, il a eu plein d'anecdotes comme ça assez marrantes. Ouais, voilà, avec le Voilà, ça thermomètre. c'était une simple anecdote. On va filer en vitesse, on continue avec, on parlait vite fait là de la formation. Je vous avais préparé ça. Alors il me semble qu'il y a un joueur également là qui va partir. Alors, on le connaît pas forcément tous. Je sais pas si j'ai une photo de lui. Je crois que j'en ai préparé une là. Je crois que je devais en avoir une par là. Voilà. Donc Oliver Mvoama est sur le départ de l'OL. Il a seulement 18 ans, hein, il lui restait un an de contrat. Il est passé par plusieurs formations parisiennes. Le PSG là pendant 1 an et demi. Il a signé en faveur de l'OL en 2021 en provenance de Villejuif. Il a évolué avec les U17, les U19 et a même découvert le championnat national 3. Il a disputé une partie avec la réserve avec Gueïda Fofana là. Et dans tous les cas, il y a des joueurs qui ont été préférés à lui pour le conserver, comme Kalis Mera, dans le même secteur de jeu, qui ont davantage la confiance du club pour la suite. Quel poste? Voilà. C'est un milieu offensif, alors il me semble. D'accord. Voilà, là sur poste, c'est vrai qu'il m'en a pas parlé, mais il me semble que c'est ça. Dites-moi en commentaire si c'est faux, ceux qui connaissent un petit peu. Voilà là-dessus. Et sur le football féminin, alors l'OL Lyon s'intéressera à une jeune internationale américaine qui est, je vous dis ça, Lily Johannes, pardon, qui serait sur les tablettes du club lyonnais. Elle est sous contrat avec l'Ajax Amsterdam. L'américaine est courtisée par plusieurs grosses écuries. Donc il y a plusieurs officialisations qui ont eu lieu du côté de OL Lyon avec Jules Brandt et Marie-Antoinette Katoto notamment. D'autres joueuses comme Ingrid Engen ou encore Corbin Albert seront attendues dans le Rhône dans les prochaines semaines.
Le coach, lui, cherche à renouveler son effectif. On le rappelle, le nouveau coach, potentiellement avec de jeunes footballeuses à fort potentiel. Et voilà, en tous les cas, l'avantage dans le dossier, c'est pour les Fenotes qui devraient a priori finaliser cette opération. Et Jules Brandt, en information complémentaire autour de l'OL féminin, va s'envoler à l'Euro 2025 avec la sélection allemande. On a vu aussi, j'ai une belle photo pour vous tous les gars. Alors la photo de mariage, voilà. Donc Ellie Carpenter et Daniel Van Den Donk sont désormais mariés. Elles se sont mariées dans l'Hérault. C'est une latérale australienne et la milieu néerlandaise, tous les deux sur le départ du club. On sait que c'est la fin de l'aventure pour eux. Elles avaient évolué ensemble 4 saisons du côté de l'OL. Et Carpenter a dit, dès le départ, il y a eu cette alchimie naturelle sur le terrain comme en dehors. Tout était si facile, si évident. Voilà, donc bravo à eux, félicitations pour leur beau mariage. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont suivi. Je suis désolé pour cette info. Ça fait une petite info sur l'OL féminin. Je vois Adil qui regarde avec beaucoup d'attention et qui se demande quand est-ce que ce sera son cas avec Frappard. T'es mute. T'es en mute. Non, mais je voulais dire qu'elles sont très belles. Ah, Elles bah, forment elles sont belles. un beau couple. Ouais. Quel gâchis. D'accord. Moi je trouve que ce sont pas les plus belles. C'est trop chou. Ouais, ils sont jolis. Non, elles sont Quoi, jolies, j'ai c'est rien bien. dit de mal. C'est trop chou. Franchement. Belle photo de mariage, en effet. Ouais, elles sont belles. Généralement, les mariées sont toujours belles, mais au réveil, c'est pas ça. Oh là là. Non, là, t'as... Après voilà, l'amour on choisit pas. Adil On ne est quand même choisit tombé in love de Stéphanie Frappard en tenue d'arbitre. Vous imaginez ce que ça doit être en robe? Ah ouais. Bon, bah, en tout cas, on leur Là, souhaite putain. d'être très heureuses tous les deux ensemble et voilà, Ah ouais. bonne continuation à eux dans leur aventure. Et on va continuer avec la Moi, je- Fresh Ligue 1, les gars. Non, Adil, terminé. Fresh Ligue 1, tout de suite, Non. c'est parti. Non, je vais, Si, je vais continuer à tapoter. Ah, voilà. À tapoter. Allez, on Bon, attaque allez, la c'est Fresh à- Ligue 1, je vous mets l'affiche. C'est à mon tour. Alors, Fresh Ligue 1, j'ai quand même pas mal de news parce que ça a bien bougé aujourd'hui. Alors, donc le Stade de Reims qui est descendu donc en Ligue 2 s'est séparé de son coach Samba Diawara et donc il pense à deux noms. Donc Olivier Dalloglio, ancien de Dijon, de Saint-Etienne, qui je pense n'a plus de club actuellement, et Karel Guéretz, rien à voir avec Eric Guéretz, voilà, c'est un Belge mais rien à voir. Et en fait, lui, entre guillemets, il aurait convaincu les dirigeants, parce qu'ils auraient eu tous les deux, donc Dalloglio et Guéretz, un entretien, il aurait convaincu les dirigeants qui auraient adoré le profil, sauf qu'en fait, il est en pourparlers avec le CSKA Moscou. Donc voilà, il pourrait peut-être choisir le CSKA Moscou plutôt que le Stade de Reims. Voilà. Donc Reims, pour l'instant, cherche un coach et ça pourrait être un des deux. Le FC Nantes, bonne nouvelle pour le championnat, je trouve, parce que Moses Simon va rester en France. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il est en France depuis longtemps et en fait, il attend ses papiers français. Et de ce que j'ai compris, en fait, il peut pas quitter le pays. Donc, il peut pas s'engager dans un autre pays, sinon il n'aurait pas ses papiers français. Voilà. Et donc, il y a le PFC qui est dessus depuis le début du mercato. Donc voilà, il va peut-être rester à Nantes ou peut-être rejoindre le PFC ou un autre club. Hier, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas grand-chose, mais là, ça s'est beaucoup activé sur l'AS Monaco. Alors, l'AS Monaco, il y a plusieurs choses. Il ciblerait Léo Leroux, un milieu de terrain de 19 ans, qui a fait une belle fin de saison avec Nantes. Voilà, donc ils sont dessus. Il n'y a pas encore pour l'instant d'offre de transfert ou quoi. Ils sont activement à la recherche d'un gardien parce que entre Philippe Keun et Radoslav Majewski, ça va pas du tout. Donc ils cherchent un gardien et ils sont sur Ougarkan, désolé pour l'accent, Çakir, qui est un gardien turc de Trabzonspor. Ils ont fait une première offre de 9 millions d'euros. Je sais pas pourquoi Adil arrête pas de se pisser de rire. Ils ont fait une première offre de 9 millions d'euros, première offre refusée, et ils devraient revenir à la charge avec 13 millions d'euros. Voilà. Ensuite, il y a le dossier Ansu Fati, c'est toujours pas réglé. Tout semblait bon, le problème c'est qu'en fait, Monaco ne veut pas prendre l'intégralité du salaire en charge,
Et c'est ce que le Barça demande. Donc, eh ben, on négocie encore et encore. Voilà. Attends, Euh, Fabrizio Romano vient de le dire, c'est bouclé. Hein. ouais, mais moi je préfère parce que c'est bouclé depuis 3 semaines et. D'accord. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y avait une question de salaire. Après, peut-être qu'ils ont retrouvé une solution. Donc, on vous dira ça dans les prochains jours. Mais bon, c'est un dossier qui peut. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ça, c'était en début de soirée. Il y a Paul Pogba, en fait. Les discussions ont repris entre Pogba et Monaco. Voilà, lui, il voudrait venir à Monaco pour se relancer. Bon ou mauvais choix, chacun se fera son avis. Voilà, donc les discussions ont repris. Et donc, lui, on rappelle qu'il n'a pas de club. Donc ce serait qu'une négociation sur le salaire, enfin contractuel. Et on va voir ce que Monaco va lui proposer. C'est quand même assez risqué parce que pour la Ligue 1 c'est sexy, c'est sympa et tout pour l'affiche de la Ligue 1. Sportivement, je sais pas ce que ça va donner, même si c'est un joueur quand même qui a du ballon et qui doit retrouver un club aussi. Voilà. Ensuite j'ai le RC Strasbourg. Alors il y a donc le RC Strasbourg qui a perdu Georgi Petrovic, qui retourne à Chelsea, donc un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. Et en fait, Strasbourg pense à Guillaume Rest, dont la valeur est estimée entre guillemets à 20 millions d'euros. Là, actuellement, il dispute l'Euro Espoir. Il était dans les buts français lors du match d'ouverture de la France face au Portugal. D'ailleurs, la France joue demain contre la Géorgie en Espoir. Et donc, en fait, c'est 20 millions d'euros pour Rest. Donc, Strasbourg pourrait peut-être se laisser tenter par le Toulousain. Dans le sens des départs, il y a l'AC Milan qui viserait Guéladoué. Voilà, il y a un intérêt pour Guéladoué, donc on va voir, qui est le grand frère, je crois, de Désiré Doué, et qui a fait une belle saison avec Strasbourg, donc on va voir ce que ça donne. Marseille, il y a eu aussi beaucoup de choses. Il y a un accord qui a été trouvé pour CJ Egan Riley, donc je vous en avais parlé hier, donc défenseur central de Burnley, qui était donc libre de tout contrat, donc l'OM lui proposera un contrat de 4 ans et logiquement ce serait bouclé, donc on n'attend plus que la visite médicale et l'officialisation, pardon. Ils sont aussi sur plusieurs pistes, ils sont sur Oscar Mingueza, un ancien du Barça qui joue aujourd'hui au Celta Vigo, c'est à droite, par contre je crois que c'est minimum 15 millions d'euros, donc c'est pas donné. Et ils sont aussi sur un joueur que moi j'ai un mec, l'OL il se penche dessus, Mathieu Louis-Jean si tu nous écoutes, dépêche-toi, c'est Ronny Bargi, en fait c'est un jeune Suédois, considéré vraiment comme un vrai prospect de Copenhague, qui a eu une grosse blessure et en fait qui avait notamment... moi je l'avais découvert en Ligue des Champions, je crois que c'était contre le Bayern il me semble, il y a quelques années. Et en fait il est à 6 mois de la fin de son contrat à Copenhague et donc il y a le FC Porto qui est dessus et l'OM. Et ça c'est un jeune joueur vraiment très fort. Alors je sais pas comment il va réussir à revenir après sa blessure. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un joueur à suivre parce que je pense que c'est vraiment un futur talent de la Suède. Et j'ai un mec, l'OL se penche dessus parce que on parle de 1 million d'euros pour convaincre Copenhague de le lâcher parce que donc il a 6 mois de la fin de son contrat. Et je trouve que ça pourrait être une bonne recrue. Ensuite, il y a donc toujours l'OM, il y a le Rayo Vallecano et le Real Mallorca qui voudraient recruter Luis Felipe. Luis Felipe, c'est échec total. Il a signé, son transfert est passé vraiment inaperçu. Il a signé à l'OM en provenant d'Arabie Saoudite cet hiver. Il a dû jouer 2 matchs, il a été blessé. Enfin bref, pour moi c'est une arnaque totale ce joueur et donc il pourrait aller en Espagne. Et puis dernière chose sur l'OM, il y a Amin Harit qui est ciblé par Trabzonspor. Logiquement il devrait partir et Trabzonspor, donc le club turc, est dessus. Voilà. Il y a Lens, Toulouse, Nice et donc Al Hilal en Arabie Saoudite qui sont sur Saoud Abdoulhamid. C'est un latéral droit saoudien. Voilà, en fait, il joue à la Roma et la Roma n'en veut plus, donc il voudrait le prêter. Donc en fait, Lens, Toulouse, Nice et donc Al Hilal qui va disputer la Coupe du Monde des clubs sont dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est un prêt avec une option d'achat ou on verra. Concernant Lens aussi, il y a Nampalys Mendy qui devait rejoindre le Wydad Casablanca, un des plus grands clubs du Maroc, qui va également jouer la Coupe du Monde des clubs. Et en fait, Nampalys Mendy a dit non pour des raisons familiales. On ne sait pas plus. Mais en tout cas, il ne rejoindra pas le Wydad. Il va sûrement partir de Lens, mais pas pour Casablanca. Voilà. Il y a Marcin Bulka de Nice qui est ciblé par Manchester United. United veut plus trop d'Onana parce que c'est comme ci, comme ça, c'est les montagnes russes.
Et puis il est pas tout jeune non plus, Onana. Donc ils sont sur Marcin Bulka. Et vous savez que Nice et United ont le même propriétaire, donc ça pourrait faciliter les négociations. Et en gros, moi de ce que je sais, c'est entre 20 et 25 millions quoi, que Nice en veut. Voilà. Ça c'est une. J'ai deux. Je vais finir par deux news non mercato. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est une petite info insolite, c'est que Laval en fait, le Stade Lavallois qui jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine, a décidé de garder son maillot domicile pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est pour des raisons écologiques. Voilà, ils ont dit notre maillot il est très bien et on veut entre guillemets participer à aider la planète, donc on garde notre maillot, donc on n'en crée pas un nouveau pour la saison. Voilà. Donc je rappelle que Laval, ils sont surnommés les Tangos, ils jouent en orange, donc ils auront le même maillot quoi. Voilà. Donc si tu es supporter de Laval, pas besoin d'acheter le maillot cette année. Et enfin pour finir, alors ça c'est aussi une affaire qui va durer dans le temps. C'est les droits TV, les droits TV. Donc en fait, je vous explique, je sais pas si vous avez suivi. Donc LFP Média, qui est la société du football français, donc va logiquement créer sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1. La Ligue 2 est achetée par beIN Sport déjà, je crois qu'un contrat de 45 millions, il me semble. Donc LFP Média va créer sa propre chaîne et en fait, il cherche un diffuseur. Donc DAZN est toujours dans le coup, mais en fait, c'est Canal qui voudrait récupérer, donc en fait, il voudrait diffuser la Ligue 1. En fait, cette chaîne n'a pas de diffuseur aujourd'hui. Donc, ils voudraient diffuser la Ligue 1 et ils ont deux projets pour ça. Ils ont proposé deux solutions. Ils voulaient soit donc diffuser la Ligue 1 via MyCanal, quelque chose comme ça, et un abonnement Canal, soit co-diffuser en même temps le match du dimanche soir pour en fait faire un peu comme à la bonne vieille époque, le Canal Football Club et le match du dimanche soir. Voilà, comme ça, ils ont promis entre guillemets de ramener entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs si jamais, à LFP Média, si jamais ils faisaient ça. Et en fait, le choix numéro 2, ce serait basiquement en fait de diffuser la Ligue 1 sur leurs canaux, mais pas de match le dimanche soir. Quoi, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, mais LFP Média préférerait le choix numéro 2. Voilà. Mais Canal fait le forcing. Le truc, c'est que Canal, en fait, n'a pas fait pour l'instant d'offres financières. Et on sait très bien que de toute façon, ce qui importe pour les clubs, c'est l'argent. Et donc, on ne sait pas ce que Canal va donner. Moi, je pense qu'ils vont faire une proposition au rabais parce que c'est un peu les seuls à pouvoir nous sauver. Et puis, c'est un peu Canal et la Ligue 1, c'est historique. Mais en tout cas, on ne sait pas plus. Mais bon, ça, c'est un dossier qui va durer pas trop longtemps, j'espère, parce que le championnat reprend en août quand même. Donc voilà. Mais en tout cas, ce serait la chaîne officielle de la Ligue 1 serait vraiment dans les tuyaux, quoi. Et ça devrait se faire. Voilà. Il y a une petite question d'Adil là-dessus. Poser une question par rapport à ce fameux Suédois là que tu disais. Il est international ou pas? Il a des sélections, je pense. Après, est-ce qu'il a le même talent que Gyökeres? Non, c'est pas pareil. Je crois que c'est un milieu, il me semble. Milieu, un attaquant. Ok. Et c'est un joueur vraiment plus jeune. Gyökeres, il a quand même 27 ans, faut le savoir. Hein. Gyökeres, il était à Coventry et ensuite il a été au Sporting, mais il a éclaté sur le tard. Et en fait, ce Suédois, ça a été vraiment un prospect pendant longtemps. Et il a été donc blessé, malheureusement. Je sais plus quelle est la gravité de sa blessure. Et en fait, Copenhague en veut plus vraiment, je pense. Il a peut-être aussi des soucis extra-sportifs, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il a déjà porté le maillot de la sélection. Après, en ce moment, il n'est pas appelé par la sélection. Parce que j'ai vu que le dernier match, c'était Suède-Algérie, où il y a eu 4-3 pour la Suède. Donc je pense pas qu'il était là parce qu'il était blessé. Mais en tout cas, c'est un joueur à relancer, quoi. Voilà. Et l'OM, en tout cas, on va voir ce que ça donne s'ils sont dessus. Il y a Porto qui est dessus aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment Allez voir, Ronny Bargi s'appelle. Rooney, R2ONY. Et Bargi, voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai bon joueur, quoi. Je crois que ça me dit quelque chose. Je crois qu'il a joué avec la Suède, là. Oui, mais j'ai déjà vu avec le maillot. Alors, actuellement, non. Mais j'ai déjà vu avec le maillot, quoi. Mais en vrai, c'est un vrai prospect. Il a quoi, 20-21 hein. Vraiment, c'est un vrai bon joueur. Et ça, c'est un mec, tu vois, c'est des clubs de Ligue 1, le PFC, des clubs comme ça, tu vois, ils devraient se penser dessus, tu vois. C'est pour ça que je dis à Mathieu Louis-Jean, il ne nous écoute pas, malheureusement. Mais franchement, allez dessus, parce que pour remplacer Cherki, moi, je pense que ce serait pas déconnant, quoi. C'est pas faux.
C'est pas faux. Voilà, on a fait le tour de la fraîche Ligue 1. Il y a quelque chose à rajouter dessus. C'est bien que tu aies parlé justement des droits TV, là, l'évolution du dossier, ou les dernières nouvelles plutôt en tout cas. C'est une information que j'avais également, mais que j'ai conservée parce que je pensais que tu allais en parler et t'as rien loupé. C'est bien. Apparemment, j'ai vu comme quoi que Canal, ils seraient partants. Hein. Ils veulent retrouver leur match le samedi à 17h et le dimanche soir à 21h. Hein. Oui, Canal veut s'imposer à nouveau, mais Ouais, maintenant on ouais. attend une offre concrète aussi de leur part. Hein. Bah, les gars, moi, C'est sûr. franchement, Le samedi, ça m'étonnerait parce que le samedi, c'est la PL. Donc je pense pas qu'ils vont se marcher dessus avec la PL, à mon avis. Bah si, mais assez avec les autres chaînes qu'ils ont, Canal Plus Sport et tout maintenant, tu sais. Ils ont une chaîne Canal Plus Première Ligue. Hein. Ce qu'ils veulent, Canal, c'est pas du tout pour mettre Ouais, sur leur diffuser, chaîne. ouais, hein. ils veulent être co-diffuseurs. Bah non, pas co-diffuseur, diffuseur tout court. Et co-diffuser le match du soir. Du Ah dimanche. oui, dimanche ok, soir. d'accord. Ouais, Ouais. ok, d'accord. Je vois le truc. Voilà. On va attaquer l'Europe Arena, les gars. On va attaquer l'Europe Arena par Damien. T'as pu finir un Ouais, petit peu je tes fais. dossiers? Un petit peu, ouais. Ouais, Pas eu trop le temps, mais oui, un peu. pas de souci. On met ça. On a appris aujourd'hui, alors le Barça, alors déjà il y a Deco, directeur sportif du FC Barcelone, qui a rencontré l'agent du joueur Nico Williams. En fait, à la base, bien sûr, c'est pour parler de transfert, mais c'était pour savoir si le Barça était prêt à s'aligner sur le salaire de Arsenal qui propose un contrat et du Bayern Munich. Le Barça a dit qu'ils étaient prêts à s'aligner à 12 millions d'euros bruts par an. Maintenant, ils veulent savoir aussi s'ils sont prêts à aligner la clause libératoire, parce que Bilbao, ils ont dit sans clause libératoire, il ne partira pas. Il a une clause à 58 millions d'euros. Donc voilà, on sait que Nico Williams est très pote avec Lamine Yamal, donc est-ce que le joueur fait aussi le forcing pour aller au Barça? Voilà. Il y a une autre affaire là qui commence à sortir, c'est que le Barça aurait finalisé le joueur Cardozo Varela, un jeune joueur du FC Porto, qui est passé aussi par le Dynamo Zagreb. Le souci, c'est que Porto vient de saisir la FIFA et même la Fédération du Portugal vient auprès de la FIFA, parce qu'en fait le joueur ferait des ruptures de contrat abusifs et même enlèvement de mineurs. Donc c'est un dossier assez complexe. Le Barça leur a déjà payé il a une clause libératoire à 25 millions d'euros. Sauf qu'il a énormément de problèmes extrasportifs. Donc pour l'instant, le transfert serait bloqué par la FIFA parce qu'ils sont en train d'étudier. Et pour l'instant, c'est très complexe sur ce dossier, à voir ce que ça va faire. Mais il est considéré comme une future pépite, donc je sais pas. Wirtz, maintenant tout le monde sait qu'il va s'engager à Liverpool. Donc on connaît son salaire, 20 millions d'euros bruts par an. Donc normalement le transfert est entre 135 millions d'euros et 150 millions d'euros. Il y a des bonus, donc voilà, ça peut atteindre les 150 millions d'euros. On va savoir, normalement, le prochain sélectionneur de la sélection d'Italie serait Gattuso. Donc Gattuso deviendrait le nouveau sélectionneur. Ça serait très proche de signer, donc on va voir. Côté anglais, côté notre club, le club à Textor, Crystal Palace, l'ancien gardien de Nice, Walter Benitez, devrait s'engager. Alors, il était à Londres aujourd'hui pour passer sa visite médicale avec le club londonien de Crystal Palace. Donc, il devrait s'engager pour 2 ans. Donc, voilà, Benitez serait le nouveau gardien de Crystal Palace. Il a 32 ans et il était pas mal. Moi, j'aimais bien. Là, il était au PSV Eindhoven. Donc, voilà, à voir. Mourinho fait le forcing pour récupérer Neymar. Donc, de sources officielles, Fenerbahçe lui aurait offert un contrat. Enfin, voilà, tout serait prêt pour Neymar. Mourinho l'aurait même eu au téléphone, donc on verra si Neymar va finir en Turquie. Sinon, côté Espagne, Théo Hernandez s'éloignerait de l'Atlético de Madrid, donc c'est très très dur en ce moment de négocier avec le Milan AC. Le Milan AC en voudrait 30 millions d'euros pour le latéral gauche français, sauf que l'Atlético ne veut pas mettre plus de 20 millions d'euros. Donc voilà, c'est assez compliqué le dossier, donc à voir s'ils vont pouvoir s'aligner plus tard. Sinon, l'ancien gardien de Galatasaray, Muslera, qui s'est engagé dans son ancien club d'Argentine. Donc, il a signé un contrat de 18 mois avec Estudiantes. Donc voilà, il retourne dans son club formateur. Et ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'avais pour l'instant, ouais. Ok, J'ai pas fini. super.
Alors les gars, n'oubliez pas qu'on va être à l'heure là de la libre antenne. Ceux qui veulent monter, faites la demande. Je vous ajoute, je vous accepte ceux qui veulent parler football un petit peu là quelques minutes. Ouais, Olivier, Vous pouvez poser les questions que vous voulez, évoquer les sujets que vous avez envie. Oui, Damien. je vais devoir vous laisser. Ouais. Bonne soirée à toi, Damien. Bonne Bon soirée, courage. les gars. Bonne Bon soirée. courage. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Après l'info, Nico Williams, Alors qui c'est Panizza, pareil combien Panizza? Allez, Panizza. Voilà. Vas-y, dis-nous. Salut à toi, Lyon 213. Attends, je cherchais son nom là. Et toi? Le petit, Yamal. ouais, ça va faire des étincelles si les deux ils sont ensemble. Qui? Yamal, Yamal et William. ah ouais, Nico Ah ouais, Williams. oui là, oui. Et s'il va Déjà, Nico je Williams, vois. c'est ça, ouais. Tu le vois Déjà en sélection. équipe, Bah, Rafinha, pour J'avais l'instant, entendu- j'avais entendu Monaco. J'avais entendu Monaco. Non. Non. J'ai entendu Monaco. Non, Rafinha, il parle d'une prolongation avec Barcelone. Là. Parce que Non, mais Luis Rafinha, Diaz, il il reste va au peut-être. Barça, hein. Parce que Luis Diaz, il va pas venir au Barça. Donc Rafinha, il est parti pour une Rafinha, prolongation. il n'était pas question qu'il parte. Hein. Bah non, il est parti pour une C'était le meilleur prolongation. joueur du Barça. Bah oui. Après, Williams, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. Bah oui, après, Rafinha, c'est après, peut-être que je sais pas, moi, peut-être qu'ils vont faire jouer Lewandowski, ils commencent à lui préparer la succession. Peut-être que Rafinha va passer dans un poste un peu de numéro 9, je sais pas du tout. Mais bon, je Surtout sais pas que- il y a tellement de matchs. Surtout que si vous êtes au courant qu'il y avait un problème hein, avec Lewandowski qui disait qu'il ne reviendrait pas en équipe nationale si l'entraîneur actuel restait. Et bien l'entraîneur de Pologne a démissionné. Oui. Ouais, mais Lewandowski va revenir du coup. Oui, il a démissionné l'entraîneur pour laisser Lewandowski revenir. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Salut Panizza, comment on va? Ça va, merci. Hier, tu nous as manqué, Olivier. Hein. Ouais. Ah, c'est gentil. Tu nous as suivis un petit peu. Hier, c'était comment l'émission? Elle était top, hein, il me semble. Excellent, franchement excellent. Jojo, il nous a fait un super job et les infos de Greg et de Dave, c'était vraiment très très bien. Franchement, c'est un plaisir de c'est Adil, bien sûr, toujours là. Mais bon, voilà, non, content. Franchement, on a des super infos, on est confiant. On a des NCG avec grand plaisir, avec impatience. On stresse un peu, normal, mais avec les infos qu'on a eues, maintenant, je pense que Lyon et tout vont se maintenir en Ligue 1. Ce serait bien que Canal reprenne. Moi, je suis d'une génération Canal Plus et tout au niveau des retransmissions de matchs. Le match de 17h, c'était vraiment celui qu'on attendait tous, là, le samedi. Et pour les jeunes et tout, partant en soirée. Et après, bon, on avait notre match le dimanche soir. Ah oui, ils ont dit quelque chose aussi en parlant de ça, parce qu'en fait, c'est le. Allez écouter si ça vous intéresse, c'est donc Nicolas de Taverneau, ancien patron de Bordeaux, qui est maintenant, on va dire, qui fait, on va dire, les négociations entre la LFP et Canal, et ils ont dit en fait que là, les horaires n'allaient pas modifier, quoi. C'est-à-dire logiquement, on aurait bien genre un match le vendredi, un le samedi, il y aurait toujours le multiplex. Ils vont pas modifier les horaires, quoi. Parce que ça va changer, ça va pas être DAZN, logiquement. Mais en tout cas, ils vont pas changer ça déjà. Ça, c'est une certitude, il a dit. Il a dit on touchera pas les horaires. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Panizza et Olivier, c'est des personnes qui sont loin de Lyon et qui ont le cœur lyonnais. Et ça, c'est vraiment génial de leur part de suivre l'Olympique lyonnais et de les soutenir. Ah, mais là, là, on parle, moi, tu vois, j'ai ma phrase et tout, culte et tout, c'est moi qui l'ai sorti, que je l'ai mis sur le mur dans l'allée des Lumières et tout, c'est lyonnais dans l'âme. Moi, mon âme est lyonnais depuis tout gamin. Quand Lyon, il sortait un mauvais résultat, j'entendais mon père du son âme qui me disait, alors, elles ont fait quoi, les chiens? Tu vois, il me chambrait tout le temps. Non, c'est Lyon. Lyon, c'est Moi, ma ville. pareil, hein, moi c'était ma passion. L'Olympique lyonnais, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu une enfance difficile. Et l'Olympique lyonnais, c'était un petit peu la lumière dans la pénombre hein, pour moi. C'était vraiment ça pour moi. C'était le club qui me faisait rêver. C'était le club. J'y ai pas grandi dans la ville de Lyon, mais
Mais c'est à tout jamais dans mon cœur et c'est comme ma famille en fait. C'est ça. Et puis l'OL c'est une institution et ils ont tendance à regrouper les supporters un petit peu et on se sent tous du même club. Ça, on se sent un peu moins sous John Textor, mais avec Jean-Michel Aulas c'était ça qu'il voulait. Le président il voulait rassembler tout le monde. Il voulait qu'on se sente tous égales, que ce soit supporters, joueurs, dirigeants. Là avec John Textor, ouais on se pose des questions un petit peu parce qu'on est un peu plus dans le football business. Je dis pas que Jean-Michel Aulas le faisait pas, mais là on est dans un business un petit peu plus. Voilà, on est plus là pour dépenser de l'argent, pour subvenir aux besoins de l'Olympique Lyonnais, alors que Jean-Michel Aulas avait bien créé une histoire d'amour autour de l'Olympique Lyonnais. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. On espère pouvoir vivre de belles émotions un jour. On l'a vécu là face à Manchester United, on a failli y croire, on faisait tous la fête. On aurait pu aller jusqu'en demi-finale, là ça aurait été déjà bien. On veut vivre ces émotions-là pour être heureux, tout simplement, parce que c'est notre passion et c'est ça qui nous fait vibrer. Bah moi, je me rappellerai toujours, hein, le premier match que j'avais écouté à la radio, il y a mon lit qui avait perdu une latte. Moi, j'ai connu un Lyon, où à Lyon, c'était comment dire, on allait au stade à Gerland, la deuxième mi-temps, c'était gratuit. Ouais. Bah, non, mais même au Groupama, hein, maintenant. Je sais pas si Groupama, mais bon. T'as le droit de rentrer jusqu'à la 65e minute après. Mais moi, à la 45e, ça y est, la deuxième temps a commencé, tu rentrais. Moi, j'avais mes cousins qui habitaient sur le boulevard des États-Unis, là, vers le marché. On partait en groupe, à pied, du boulevard des États. On allait jusqu'à Gerland à pied, mais en groupe. On était du quartier et tout. Bah, moi, ce qui m'inquiétait, mon panizza, moi, à Gerland, c'est que t'étais toujours en train de te garer vers la rue des Caravanes. Et moi, moi, les Bad Guns, je les ai connus quand j'étais depuis tout gamin. Tout gamin dans les années, c'est 87, les Bad Guns, il me semble. Moi, ce qu'on m'a dit de Gerland, c'est que c'était un stade qui faisait très très froid par rapport au Groupama. Ah bah oui, oui, tout ça. Quand t'étais dans, tu te les caillais quoi. Ouais. Il y a des stades comme ça. Il y a des stades comme ça. Gerland avant 98, avant la Coupe du Monde. Il y a plein de courants d'air. Je me rappelle, hein, j'avais vu. Il fallait vraiment être passionné pour aller voir les matchs à Lyon et tout en hiver et tout. J'avais vu Lyon-Monaco en Coupe de France. C'était en plein hiver. Je me suis dit, oh, putain, c'est cailler les miches avec mon pote. Et après, on a vu les tirs au but. J'ai dit, wow. Puis quand je vois pas Caricone qui met un drop, c'était ma soirée, elle était finie. Nous, on a connu les tribunes, et il n'y avait pas de siège, c'était du béton. Ouais. Du béton à l'époque et tout. Mais voilà, c'est la ferveur, moi je sais pas, tu m'enlèveras jamais. Moi franchement, je vais vous dire un truc, j'aimerais bien aller voir un match, je sais pas si Greg t'as eu l'occasion ou pas, d'aller voir un match de rugby le Loup, voir comment le stade de Gerland il a changé. Ouais, j'ai été en voir un une fois, ouais. Il a changé ou pas, ou c'est toujours pareil? Non, bah de toute façon tu peux pas le changer parce que je crois je crois que les arcades elles sont au patrimoine mondial, je crois, il me semble. Ouais. Donc déjà tu peux pas le changer. Et moi quand j'étais allé en fait ils avaient mis une espèce de bâche sur une des tribunes, mais parce que le stade n'était pas rempli. Et en fait il y avait marqué Matmut parce que aujourd'hui ça s'appelle le Matmut Stadium tout simplement, voilà. Mais après sinon non, il a pas bien changé, voilà quoi. Ils l'ont peut-être un peu rénové, un peu repeint sur certains trucs, mais de toute façon les arches t'as pas le droit d'y toucher parce que je crois que c'est au patrimoine mondial, hein, vraiment. Ah ouais. C'est pour ça. Vous parlez. Lyon, vous parlez encore Lyon pour parler là. Lyon pour parler, il a pas parlé et après on clôture. Lyon 213, ouais. Je n'ai pas cette information. Est-ce que quelqu'un l'a? Ouais, moi j'ai vu ça, mais je pense que c'est parce que c'est qui? C'est Shoot Off Africa, je crois. Et à mon avis, je pense que c'est pas une bonne info à mon avis, parce que moi je pense que c'est pour peut-être le faire entre guillemets, c'est un jeu d'agent, un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, je vois pas Textor aller dessus. Textor, il regarde que Botafogo, voire les Américains. Donc à mon avis, si l'OL est dessus, c'est pas lui, je pense. C'est Mathieu Louis-Jean. Mais en vrai, je crois que c'est Shoot Africa, il me semble. On l'entend pas. Lyon, il a le micro coupé. Il y a que nous qui l'entendons et pas les auditeurs. Ah. Je sais pas si t'as le micro coupé. Non, il parlait, mais en fait, il parlait tout à l'heure, mais ceux qui étaient en bas, ils l'entendaient pas ce qu'il disait. D'accord, ok. Et là, il a fait exprès de le couper le micro, Lyon 213. Mais en tout cas, non, je pense pas que pour l'instant, c'est une vraie info, quoi. Voilà.
Après, je connais pas du tout le joueur. Hein. Et alors, pour revenir. Attends, revenir au- laisse-le parler, Lyon Ah, 213. vas-y. J'avais pas vu qu'il était revenu. Championnat Ouais, algérien. non, mais c'est intéressant. Mais après, en vrai, Lyon, je sais pas si cette info est vraie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé, quoi. Après, ça peut être intéressant, hein, mais j'ai rien trouvé. Adil, pour finir. Oui, je voulais dire par rapport au Matmut, chez nous à Bordeaux, le Matmut Atlantique, le Matmut s'est retiré de notre stade. Et maintenant, il s'appellera Atlantique et plus Matmut. Le stade Atlantique. Oui, Matmut Atlantique, c'est fini. D'accord, ok. Maintenant, Ah ça ouais. s'appellera Atlantique. C'est acté. Oui, ça s'appellera Atlantique. Ah, c'est acté, oui. Ça veut dire que C'est acté. pas le sponsor, comment on appelle ça, le naming, ils sont arrivés là en fin de. Et fin la de parcours métropole. avec les Girondins de Bordeaux. Oui. Et la métropole a racheté le stade Matmut Atlantique, qui n'est plus Matmut Atlantique, qui s'appelle Atlantique. Ok. Très bien. Il va tomber en décrépitude alors, le stade, non? Comment? Il va tomber en décrépitude parce que Non, Matmut, non. Non, c'est la métropole qui a racheté le stade. Alors ils disent que ça va leur coûter du pognon par contre. Hein. Bah, ça va être le Ouais. contribuable, hein. Ah ben voilà. parce que Vous Matmut, avez compris. il donnait de l'argent, c'est comme Groupama, Oui. avec l'OL, Oui. donc Ouais, c'est ça. Et C'est ça. là, ça va être, comment dire, si Mais c'est la ils sont région, en train de... ça va être, comment Ouais, dire, mais ça va être c'est- le contribuable mais- de la région. et Oui, tout, oui, t'as raison. Mais ils sont en train de chercher un nouveau sponsor. Ok. Bon, les De toute gars, façon, on va. excuse-moi, le stade de Lyon, de toute façon, il est bien à nous, de toute façon. Non. Non. Là, de ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'il l'a hypothéqué, le stade. Donc, pour l'instant, il appartient pas à Testor. Hein. Il appartient au club, normalement, non? Ouais, mais il l'a hypothéqué, ce débile de Testor. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, et ça, logiquement, c'est vrai, malheureusement, c'est qu'en fait, Textor, il est arrivé et il voulait de l'argent avec Arès. Et donc, en fait, Arès lui a dit, bah, vous êtes gentil, mais vous nous donnez quoi en échange? Donc, en gros, ce qu'on a compris, et Thira a vérifié, mais normalement, c'est ce qu'on a compris malheureusement, c'est pour ça qu'on dit de s'en méfier, c'est qu'en fait, il a logiquement hypothéqué le stade pour avoir son prêt. En fait, le stade, logiquement, appartient à Arès aujourd'hui. À qui? Voilà, c'est ça. Arès, l'investisseur Arès. Le fonds d'investissement qui a prêté l'argent J'ai à prêté Textor. les fonds, voilà. ouais. On va se faire Exactement. carotter, alors. Bah, Tu viens de toute l'apprendre. façon, Panizza, c'est président. malheureux. de toute façon, depuis qu'il est là, il a vendu tous les actifs. Il s'est séparé des filles, il s'est séparé de la LDLC Arena. Le centre de formation, bah, tout le monde dit qu'il est en décrépitude le total. Et en fait, Il on s'est a séparé du futsal. Du futsal. Du futsal, le club OL Futsal. Ouais, oui, ok. le futsal en plus dernièrement. Bah, je crois que c'est pas officiel, mais bon, ça va se faire, il me semble. Ouais, c'est acté à 95%. Il y a juste un truc qui doit être validé. Voilà. Et en fait, le stade, de ce que tout le monde a compris, et tu iras voir les articles. Moi, j'ai fait un article sur Ferveur Lyonnaise, l'équipe en a parlé. Le stade, en fait, aujourd'hui, il est hypothéqué. Elle marche pas, la carte bleue. Elle marche Voilà, pas, la allez carte les bleue. gars, on va clôturer tout ça. Donc, on a fait le tour, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Yes. On va remercier les auditeurs. On a Euh, fait 52,3 quand même, c'est pas mal. Ouais, merci à tous là pour avoir liké et partagé en max. Ouais. N'oubliez pas que l'entière rediffusion sera sur la chaîne YouTube Peuple du Rhône. Voilà, on arrive en fin d'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le départ ou qui sont arrivés en cours d'émission. Nous serons là dès demain à 20h pour une nouvelle quotidienne avec des nouvelles positives, espérons-le. Et nous sommes toujours aussi heureux de passer ce moment en votre compagnie. Je t'en prie. Nous sommes le Peuple du Rhône. Nous serons toujours là et nous le resterons. A plus la team. Ciao ciao les gones. Allez, bonne soirée à tous. Ouais.